l'expression avoir du punch fait allusion à l'énergie du sportif et désigne aussi donc de manière générale ce dynamisme qui est comparable à celui du boxeur qui porte des coups vifs et décisifs. À noter que punch vient également de l'anglais to punch, évidemment, qui signifie au XVIe siècle frapper avec le poing, donc avoir du punch, le punch qui vient de to punch, et puis ce punching ball qui fait allusion effectivement à aujourd'hui dans le langage courant à la tête de turc. On va passer à une nouvelle expression qui est elle aussi très connue, mais qui a tendance à disparaître, qui est finir en pugilat. C'est une expression qu'on utilisait beaucoup au XIXe siècle. Alors bon, le pugilat, on en a parlé, il fait référence à un combat à main nue et à un échange de verbal violent et animé. Bon, quand on dit ça va se finir en pugilat, ça va se finir, on va se taper dessus. C'est une expression qu'on retrouve assez souvent aujourd'hui en politique. Le ministre qui s'amuse franchement, fin de fuir le pugilat qui s'annonce et sort en murmurant « ce n'est pas fini », lit-on dans le journal Le Monde. Donc c'est une expression comme beaucoup d'expressions de sport qui vont se retrouver dans le langage politique. Le pugilat, je vous l'ai dit, faisait partie des anciens Jeux olympiques où tous les coups étaient permis. C'est une sorte de mélange de catch ou de lutte, et puis de boxe actuelle. Les pugilistes opéraient comme les lutteurs et les boxeurs dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, époque à laquelle le sport antique devient quasiment professionnel. Et là aussi, je vous l'ai dit, les mains des pugilistes étaient protégées par des lanières de cuir qui petit à petit vont être appelées des cestes et qui vont être renforcées, hélas, par des bandes de métal. Les philosophes de l'époque nous décrivent des combats d'une violence extrême. Prenons donc le cas de ce Diagoras de Rhodes dont je vous ai parlé tout à l'heure, lors de la 79e Olympiade. Nous sommes en 464 avant Jésus-Christ. Il fut porté en triomphe par ses fils pour ses victoires et la foule criait « Tu peux mourir désormais, Diagoras, car tu ne peux plus rien souhaiter de mieux ». Donc une énorme victoire de ce grand pugiliste. Une victoire qui lui a permis d'être exempté d'impôts, de recevoir des honneurs exceptionnels, d'obtenir les meilleures places au spectacle, de disposer de porteurs et d'en faire bénéficier toute sa famille. Donc, outre sa couronne d'olivier, Diagoras a reçu un cheptel, des amphores d'huile, beaucoup de présents d'un montant énorme, non négligeable, et en plus des récompenses, en plus des avantages qui se sont multipliés tout le long de sa vie, eh bien, on s'est aperçu qu'il a multiplié aussi sa team, comme on dirait aujourd'hui, beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de soigneurs, de nutritionnistes, de spécialistes des régimes. Et il est vrai qu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître les athlètes qui se laissent acheter, les changements de clubs fréquents qui étaient à l'époque interdits. Il était interdit, par exemple, de concourir pour une cité et puis à d'autres Olympiades de concourir pour une autre cité. On était sévèrement punis. Il était évidemment interdit, vous vous en doutez, de corrompre ses concurrents. Et ces tricheurs étaient contraints par les juges de la loi olympique d'élever des statues en l'honneur de Zeus, puisque à Olympie, on vénérait le dieu Zeus.